sèche. Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre, c'est le jour des Bertilles, je n'en connais point. Aujourd'hui, un très long chapitre sur ce livre, Le Tour de la France, par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Je bafouille, ça commence mal. Le chapitre 75, promenade au port de Marseille, visite au grand paquebot, les cabines des passagers, les hamacs des matelots, les étables, la cuisine, la salle à manger du navire. Et je vous préviens, dans ce très long chapitre, un paragraphe très politiquement incorrect aujourd'hui. La maxime du jour, la première embarcation des hommes a été un tronc d'arbre. Que de progrès accomplis depuis ce jour. Le simple tronc d'arbre est devenu une vraie ville flottante. C'est parti! Dès le lendemain matin, André commença à se rendre utile au patron, voulant le dédommager de la nourriture et du coucher qu'il leur donnait. Le jeune garçon descendit donc de bonne heure, vêtu de ses habits de travail, et suivit le marin au port, où l'on devait acheter le chargement du bateau. Le bateau de Jérôme faisait le petit cabotage de la Méditerranée, c'est-à-dire la navigation sur les côtes, transportant d'un port à l'autre les marchandises. En ce moment, c'était un chargement de sapins du Nord qu'il s'agissait de transporter à 7 pour faire des mâts de navire. André aida de tout son courage au chargement. Le petit Julien restait à la maison, gardait les enfants de la femme du marin, pendant que celle-ci, profitant de cette aide, était partie laver un gros paquet de linge. À l'heure du dîner, André mangea rapidement. Puis il prit Julien dans ses bras. « Comme tu dois t'ennuyer immobile ainsi. J'ai une bonne heure de repos devant moi et je vais en profiter pour te montrer quelque chose de bien intéressant. Nous allons voir le port. Le port et les grands navires qui traversent l'océan. J'ai obtenu d'un matelot la permission de visiter l'intérieur d'un magnifique bateau à vapeur. Julien, tout joyeux, passa ses bras autour du cou de son frère et un quart d'heure après, ils étaient sur le quai. Oh mon Dieu, que de navires, et il y en a de toutes les grandeurs. Et ils viennent de tous les pays. Regarde, celui-ci qui est un des plus beaux du port en ce moment, c'est celui que nous allons voir. C'est le Sind, S-I-D-H, qui fait la traversée de la Chine en France. Il est arrivé ici avant-hier. André, tenant Julien avec précaution, descendit dans une barque et le batelier les conduisit en ramant auprès du grand navire, peint en noir et orné de dorures. Elle s'élevait bien au-dessus d'eux, comme une hélice, comme un édifice porté par l'eau. Ils montèrent avec précaution l'escalier immobile qui est attaché au flanc du navire, et bientôt tous les deux se trouvèrent sur le pont, c'est-à-dire sur le plancher supérieur. Car les grands vaisseaux sont comme des maisons flottantes à plusieurs étages, et chacun de ces étages s'appelle un pont. Le marin auquel André avait parlé à l'avance les attendait. Il leur fit faire le tour de la vaste plateforme. Il leur montra à un des bouts le grand tourniquet avec lequel on manœuvre le gouvernail. La cabine du capitaine était près de là, mais il était défendu d'y entrer sans permission.
De chaque côté du navire étaient suspendus en l'air des chaloupes et canots que l'on pouvait faire glisser dans la mer et qui servent aux marins à quitter ou à regagner le navire. Voyez ces petites embarcations, dit le matelot. Si par malheur le paquebot venait à être incendié ou venait à sombrer en pleine mer, c'est dans ces chaloupes ou ces canots que nous nous réfugierions, marins et passagers. Sont-elles petites, dit Julien, en comparaison du grand navire? On dirait des coques de noix. Dieu merci, des tels accidents sont rares. Le vaisseau est solide et il est presque tout en fer. Pendant ce temps, des matelots chargés du service des cuisines ou du transport des marchandises allaient et venaient autour des enfants. Il y en avait de tous les pays, et presque de toutes les races d'hommes, les uns jaunes, les autres noirs. À quelque part, un jeune Chinois au teint olive, la tête ornée d'une longue queue, les pieds nus dans des sandales pointues pompées de l'eau. Quoi? Il y a une pompe ici comme dans une cour? Certes oui. Nous avons dans le fond du navire un réservoir d'eau douce. Comment ferions-nous sans eau bonne à boire pendant une traversée qui peut durer 2 mois, 3 mois? Tiens, voulez-vous voir à présent notre étable? Votre étable? Eh oui. Regardez, les grandes espèces de cages qu'on a là-bas. Elles sont d'une propreté exquise. Dedans, il y a une vache, des veaux, des moutons. Et voici un agneau qui est à bord du navire et qui est le favori du capitaine. On le laisse de temps en temps se promener en liberté sur le pont. Regardez à côté. Voilà les poules qui nous donnent des bons œufs frais tous les jours. Des bons œufs frais qu'on utilise aussi pour les malades. Julien n'en croyait pas ses yeux. Ce qui le surprenait le plus, c'était l'ordre admirable et la propreté qui régnait à bord. Songez donc, mon petit, que sans la propreté, il n'y a pas de santé. Pour personne, et surtout pas pour le matelot. Après avoir visité le pont, on descendit par un escalier en bois à l'étage inférieur. Je vais vous montrer les chambres et les cabines où couchent les passagers. Il ouvrit une des portes et Julien vit une chambrette fort propre avec une table, des chaises, des fauteuils. Pour ménager la place, plusieurs petits lits étaient placés les uns au-dessus des autres. Quand on veut monter dans le second lit, on prend une chaise et on se trouve au-dessus de son voisin. Au fond, était une petite fenêtre hermétiquement close pour empêcher l'eau des vagues de pénétrer à l'intérieur du vaisseau. Puis ce fut les salles de bain qu'on visita et elles avaient de jolies baignoires. La salle à manger avec sa longue table, on regarda les buffets où les verres et les assiettes étaient toutes et tous fixés pour éviter que le mouvement du navire ne les brisât. Au-dessus de la table pendait une toile tendue. Voyez-vous, quand les passagers dînent et que la chaleur est trop forte, par exemple sur la mer Rouge ou sous l'équateur, un Chinois placé près de la porte agite cette toile avec une corde. La voile se remue comme un grand éventail et donne de l'air aux passagers.
Ce piano qui est au fond de la salle sert à égayer les longues soirées à bord du navire. Comme tout est prévu, ce navire est en fait une véritable ville qui se promène sur l'eau. Mais où se couchent les matelots? Venez, allez venez. Et on entra dans une grande salle basse. Voici notre dortoir. Comment cela? Je ne vois pas de lit. Patience, je vais vous montrer. Et en moins de rien de temps, le marin saisit au plafond un paquet qu'il déroula. C'était une natte de forte toile, longue et étroite. Il accrocha à une extrémité un crochet fixé au plafond, l'autre à un second crochet placé à 2 mètres de distance, puis se tenant les deux mains à l'un des crochets, il s'éleva de terre et bondit dans cette couchette suspendue en l'air. Et voilà, le lit est fait et votre serviteur, il est dedans. J'ai de plus une couverture pour m'envelopper. C'est tout ce qu'il faut au matelot pour dormir à l'aise dans son hamac, bercé par la mer et par le bruit des vagues. Alors, tous les crochets que je vois servent à tous les lits pour tous les matelots? Justement, mon petit. Et voyez, chaque crochet a un numéro d'ordre, chaque hamac aussi. Et il y a 40 numéros. Et donc, s'il y a 40 numéros, nous couchons ici à 40 hommes. Et nous avons chacun le nôtre. On visita ensuite les cuisines avec leurs grands fourneaux que chauffe la machine à vapeur du navire, puis la boulangerie, puis le four. Enfin, on allait, venait, montant et descendant les différents étages, et chemin faisant, on rencontrait des Chinois aux larges pantalons jaunes ou des Arabes aux yeux brillants et sauvages, car une partie des hommes de peine du navire est composée de Chinois et d'Algériens. Lorsqu'on eut bien tout examiné, on remercia le marin et on s'en alla vite, car André ne voulait pas être en retard pour l'heure du travail. Que tu es bon de te donner tant de peine pour moi, mon frère. Cela doit bien te fatiguer de me soutenir toujours. Non, mon Julien. J'ai une bonne santé et je suis fort. Et ne crains pas de me fatiguer. C'est à ceux qui sont le plus forts d'aider toujours les plus faibles. Et je ne suis jamais si heureux que quand nous partageons un plaisir ensemble. C'est à ceux qui sont plus forts d'aider les plus faibles. Je le redis. Voilà, alors les gravures du jour, eh bien les voici. Alors la première, le pont supérieur d'un paquebot à vapeur. À droite se trouve la roue à l'aide de laquelle on manie le gouvernail. C'est ici. Au milieu, on voit les cabines du capitaine. C'est ici. Et des officiers. À gauche, ce sont les cages des animaux qui sont ici. Les passagers logent au-dessous, à l'étage plus bas. Les petits trous que l'on voit tout le long du vaisseau sont des fenêtres de leur cabine, que l'on voit ici. Alors, quand je vous disais chapitre incorrect, c'était tout à l'heure, vous l'avez compris. Alors, les 4 races d'hommes. Donc à l'époque, il se disait qu'il y avait 4 races d'hommes. Il n'y a qu'une seule race sur Terre, la race humaine.
La race blanche, la plus parfaite des races humaines. Euh, J'adore. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Elle se reconnaît à sa tête ovale, à une bouche peu fendue, à des lèvres peu épaisses. D'ailleurs, son teint peu varié. La race jaune occupe principalement l'Asie orientale, la Chine et le Japon. Le visage est plat, les pommettes saillantes, le nez aplati, les paupières bridées, les yeux en amande, peu de cheveux et peu de barbe. La race rouge, la race rouge, qui habitait autrefois toute l'Amérique, a une peau rougeâtre, les yeux enfoncés, le nez long et arqué, le front très fuyant. La race noire, qui occupe surtout l'Afrique et le sud de l'Océanie, a la peau très noire, les cheveux crépus, le nez écrasé, les lèvres épaisses, les bras très longs. On va arrêter dans l'anthropomorphisme, hein. Bon, c'était il y a 2 siècles, hein. Alors, je vous montre la gravure. Je ne sais plus du coup si je vous l'ai montré, hein. Voilà, les 4 races. Bon, allez, continuons. Alors, la cabine de passagers à bord d'un navire. Alors, levez la tête, hein, quand même. Alors, les cabines des passagers sont si basses d'étage qu'on touche presque le plafond de la tête. Qu'on soit de la race blanche, jaune, vert, bleu, hein, voilà, c'est pareil. Ordinairement, on met plusieurs lits l'un sur l'autre pour ménager mieux l'espace et la place. Les petites fenêtres sont protégées par des ferrures solides afin qu'on puisse les fermer hermétiquement pendant les tempêtes, car sans cette précaution, les vagues jailliraient dans les cabines. C'est pas cool. Le hamac du matelot, dans les navires où l'on a si peu de place, il faut que des centaines d'hommes couchent dans un très petit espace. Les matelots ne se servent point de lit, ils ont des petites couchettes qu'on ramasse le jour et qu'on suspend le soir. Voilà. Long chapitre, hein. Demain, chapitre 77, la côte de Provence, Toulon, Nice, la Corse, discussion entre les matelots. Quelle est la plus belle province de France? Comment André les met d'accord? Et tac, allez, carré TTA. Bien, d'ici là, non pas demain, lundi, hein, voilà. Lundi, donc d'ici lundi, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.